Bonjour à tous, merci de votre intérêt pour le groupe Entreprises en santé et bienvenue à ce webinaire intitulé Le vieillissement de la main-d'œuvre, la santé des salariés. Mon nom est Sarah Berkane, je suis coordonnatrice pour le groupe Entreprises en santé. Je suis en compagnie de Denis Gobeil, notre conférencier de ce mardi 17 septembre. Diplômé de la maîtrise en relations industrielles et membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines, Denis Gobeil est un spécialiste de la gestion de la santé au travail. Il a été chargé de cours à l'université de Sherbrooke et chercheur rattaché au Centre d'épidémiologie clinique et de recherche en santé publique de l'hôpital général juif. Il s'intéresse à la gestion des risques à la santé ainsi qu'à la gestion des avantages sociaux. À titre de vice-président du Collège des professions financières, il dirige les formations en gestion de la santé au travail pour les conseillers et les cadres qui doivent faire face aux répercussions du vieillissement de la main-d'œuvre. Avant de commencer, je vous invite à regarder au bas de votre écran le menu d'options de la plateforme de webinaire. Vous pourrez utiliser la section questions et réponses, Q&A, pour nous transmettre vos questions par écrit. Nous prendrons un moment à la fin de la présentation pour répondre à toutes les questions reçues. Sur ce, je vous souhaite un excellent webinaire et je cède la parole à notre conférencier Denis. Bonjour, Denis Gobeil. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de traiter d'un sujet qui m'est d'un intérêt, vieillissement de la main-d'œuvre et l'impact de leur santé sur, par exemple, l'absentéisme. Nous allons traiter dans un premier temps des maladies chroniques et de l'incapacité physique des gens. Ce sont des mesures statistiques. Je vais tout à l'heure vous présenter la source des données pour montrer la qualité de cette information statistique. Finalement, dans la deuxième partie, on va traiter de la gestion de la santé, donc la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Trois activités que vous connaissez sûrement, qu'on applique normalement dans des concepts plutôt d'accident du travail et de maladie professionnelle, c'est-à-dire sous une autre loi, un autre cadre juridique. Donc, l'objectif aujourd'hui, pour moi, est de diffuser des données inédites sur la santé des salariés et de vous sensibiliser les intervenants en prévention, santé, sécurité. En fait, je fais un vœu aujourd'hui. J'aimerais ça que tous les conseillers en santé et sécurité du Québec commencent à s'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté de la clôture. Tous les accidents du travail qui ne sont pas indemnisés dans le cadre de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ah, c'est mon vœu. Les données proviennent de l'Institut statistique du Québec. Donc, c'est une méthodologie que j'oserais qualifier d'irréprochable, très forte, des années de pratique, des années de savoir pour faire des enquêtes probabilistes. La population qu'ils ont étudiée, ce sont la population des gens de 15 ans et plus au travail, soit les salariés. Alors, toutes les données qu'on présente ont exclu, comme nous allons le voir tout à l'heure, les accidentés du travail et les gens qui ne travaillent pas. Mais bien sûr, là, il y avait une question, et la question était spécifique, c'est est-ce que vous étiez au travail dans les périodes précédentes à l'enquête, c'est-à-dire en 2010-2011. Vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut de la statistique du Québec les sources des données, mais les données publiées aujourd'hui sont exclusives. Ce sont des données qui ont été traitées pour les bénéfices de cette formation aujourd'hui. La base de données, c'est les fichiers d'inscription des personnes à la régie de l'assurance maladie. C'est le meilleur fichier pour faire une base de sondage que les Québécois, chercheurs et professeurs de ce monde peuvent avoir. Taux de participation de 77% avec un questionnaire dirigé, c'est-à-dire à la question 1, si vous répondez non, on s'en va à la question 4 et c'est fini. C'est une image de ce que c'est un questionnaire dirigé. Alors, commençons à décrire la population des travailleurs. Dans le sondage, vous n'avez à 80% de gens à temps plein, 13% de gens à temps partiel. Évidemment, 2% de gens sont en congé de maternité ou de paternité. C'est une loi cadre, une loi importante au Québec. On voit que l'impact est très, très, très important. 2% de la population de travailleurs s'absente chaque année pour un congé de maternité ou de paternité. C'est positif. C'est très, très, très positif. Et finalement,
les gens qui se déclaraient en invalidité, congé de maladie de plus de 6 mois. On va regarder 4% de la population. C'est énorme en termes d'invalidité. Évidemment, la première chose qu'on va voir, c'est que les problèmes de santé chez les travailleurs vont se répartir d'une manière différente selon les catégories d'âge, le sexe, donc les hommes et les femmes. En ce qui concerne les hommes et les femmes, les proportions sont assez justes, c'est-à-dire représentatives de ce qu'on a dans notre population en général. Et en même chose pour ce qui est de l'âge. Entre autres, on va porter une attention, nous, sur la strate d'âge des 50-64 ans. Pourquoi? Parce que tout le monde le sait, c'est presque une vérité de la palisse. C'est le problème de santé s'accroît avec l'âge, donc avec le vieillissement de la main-d'œuvre. Évidemment, près de 65 ans, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup de travailleurs, mais il y a quand même 2,5% de travailleurs dans l'étude. Ce pourcentage n'est pas souvent suffisant pour donner des données, je veux dire, dont la variabilité est minime. Au contraire, avec un taux de pourcentage de 2,5% de répondants, on a des fois des questions qu'on ne peut pas subdiviser. Donc, on ne peut pas subdiviser les réponses en nouvelles catégories pour faire de nouveaux tableaux, parce que les données ne sont pas suffisamment précises. Alors, premier point, définition. Les maladies chroniques. Ce que je vous aimerais que vous puissiez noter, c'est dans les maladies chroniques, c'est un problème de santé mentale aussi, mais on n'en présente pas les données sur la santé mentale pour des raisons techniques. Les tableaux reçus me semblaient être erronés. Donc, j'ai préféré ne pas les traiter tant que je ne pouvais pas comprendre le problème à la source des pourcentages présentés. Ce sont des gens qui ont un problème de santé d'au moins depuis 6 mois, diagnostiqués par un médecin et nécessitant un suivi médical et impliquant la prise de médicaments sur une base régulière. Donc ça, ici, c'est important à noter, ce ne sont pas des gens qui se déclarent malades, ce sont des médecins qui ont déclaré que nos travailleurs étaient malades. Donc, 5 maladies, diabète, hypertension, maladie cardiaque, bronchite chronique, emphysème, MPOC, c'est les maladies pulmonaires occlusives et chroniques. C'est typique de gens qui fument. Finalement, l'arthrite, l'arthrose et le rhumatisme. Il y a une grande différence entre l'arthrite et l'arthrose. On va avoir beaucoup d'arthrite des mains, mais surtout de l'arthrose des articulations, les genoux chez les hommes. Comme je disais, les exclusions, c'est important de souligner ici, tout ce qui était accident et mouvements répétitifs ont été exclus des données. Les données statistiques. Regardons pour le groupe à droite, c'est les gens les plus âgés en catégorie, c'est-à-dire les 65 ans et plus, puis les groupes à gauche, ce sont les plus jeunes, les 15-24 ans. On travaille toujours avec les mêmes catégories d'âge. Donc, on a une situation où les jeunes ont, en grande majorité, plus que la majorité, à 96,8%, n'ont pas de problème de maladie chronique. Par contre, si on va chez les groupes d'âge 50-64 ans, cette proportion de travailleurs sans maladie, qui est à 56,2%, il y a la contrepartie où 44,8% d'entre eux ont au moins une maladie chronique ou plus. Évidemment, vous avez ceux qui en ont 2. Diabète, arthrite, par exemple, il y en a 13,3% chez les femmes. Chez les hommes, c'est à peu près le même tableau en termes de maladies. On se retrouve à des proportions très semblables. Il y a 56,2%, pardon, excusez-moi, 44,8% des femmes ont au moins une maladie chronique. Et chez les hommes, c'est 42,6%. La différence n'est pas significative, mais c'est intéressant de voir quand même que plus de 10% de notre main-d'œuvre de 50 à 64 ans ont plus de 2 maladies chroniques. Ça ne va pas avoir une répercussion majeure sur l'absence comme telle, mais surtout sur le suivi médical, l'absence pour aller voir un médecin, puis évidemment, on va le constater tout à l'heure, la prise de médicaments.
La prévalence des maladies chroniques maintenant. Regardons la distribution en pourcentage selon le type de maladie. C'est là qu'on trouve les plus grandes différences chez les hommes et les femmes. L'hypertension chez la femme, âgée de 50 à 64 ans, c'est le bâtonnet jaune à votre gauche, versus les hommes qui est à 23,1 pour le même groupe d'âge de 50 à 64 ans. Les chiffres sont semblables, c'est 22,8 comparativement à 23,1. Là où on a beaucoup plus de différence, c'est pour l'arthrite. Chez la femme de 50 à 64 ans, par exemple, il y a 25% d'entre elles souffrent d'un problème d'arthrite, d'arthrose ou de rhumatisme. Tandis que chez les hommes, c'est 14,4. Autrement dit, une grande différence du rapport entre l'homme et la femme versus l'arthrite. Et c'est la même chose pour le diabète. Chez l'homme, on a une proportion de gens qui sont diabétiques à 9,7%. Par contre, chez la femme, c'est 5,4%. Cet écart-là ou cette différence s'explique très difficilement. Deux hypothèses peuvent être soulevées ici. La première hypothèse, c'est que c'est l'état de la condition du travail, sur l'organisation du travail, le milieu de travail, les tâches sont tellement différentes selon les femmes et les hommes que ça s'exprime en problème de santé chronique d'une manière différente. Chez les hommes, c'est le diabète, chez la femme, ça serait l'arthrite. Ou, l'autre hypothèse, qui est la plus courante, la plus connue, parce que la première, personne l'a déjà validée ou fait des recherches dessus, c'est de dire que c'est une condition tout à fait génétique. Les femmes réagissent autrement que les hommes face aux maladies chroniques. Je vous laisse réfléchir sur ces deux hypothèses. Pour l'instant, je n'ai aucune étude qui me permet de valider que le milieu de travail serait la cause, ou l'organisation du travail serait la cause des différences. Mais il ne faut pas oublier ici que la seule chose qui différencie les hommes et les femmes dans nos statistiques, c'est les emplois qu'ils exercent, puisque ce sont tous des travailleurs salariés. Regardons maintenant l'incapacité de longue durée et la définition. Limitation d'activité découlant d'un état, d'une condition ou d'un problème de santé physique ou mentale de longue durée, 6 mois ou plus, avec une réduction partielle ou totale de la capacité. Puis on regarde 6 problèmes, l'audition, la vision, la parole, ce sont nos 3 sens principaux, la mobilité, l'agilité et la capacité cognitive des personnes. Alors là, c'est la même chose. On retrouve pour certaines choses des choses très particulières. La parole, ce n'est pas un phénomène important au milieu de travail. Écoutez, ça s'appelle un LT Effect Worker. Du moment où, dans un milieu de travail, on n'arrive plus à communiquer par la parole, eh bien, je crois qu'on prend une retraite hâtive puis on quitte le milieu de travail parce que les milieux de travail ont énormément de difficultés à gérer une personne dont la capacité de parole est fortement réduite. Et puis là, on va selon les strates d'âge, c'est assez semblable, pas de différence tellement grande entre les hommes et les femmes. Donc, d'après moi, ça génère une retraite hâtive. La vision. Alors, ça aussi, on a de bonnes prothèses, on est capable facilement de faire en sorte que chez nos travailleurs de 50 à 64 ans, autrement dit, ceux qu'on veut garder au travail le plus longtemps possible, on trouve le moyen ils vont eux-mêmes trouver le moyen d'avoir de bonnes prothèses, c'est-à-dire des lunettes bien ajustées à leur vue. La cognition, là aussi, c'est un autre phénomène. Imaginez-vous quelqu'un qui a l'Alzheimer au travail, comment on peut le garder longtemps? Ben non. Alors, on peut avoir des problèmes de cognition, peu importe lesquels, j'en ai pas grande catégorie, mais il reste que chez les hommes et les femmes, c'est à peu près les mêmes proportions. On est toujours autour de 7,5%. Là où on a de grands écarts, c'est quand on regarde, par exemple, l'audition. C'est un vrai phénomène de relation au travail ici qu'on a mesuré. Chez la femme, de 50 à 64 ans, la perte d'audition est de seulement 6,3% d'entre eux, tandis que chez les hommes, on est à 10,2%. L'explication, ce n'est pas la génétique ici. L'explication, c'est le milieu de travail bruyant où des habitudes de vie, les travailleurs s'exposent à des sources de bruit intenses au-delà de 90 décibels, par exemple. Même qu'on sait qu'à 85 décibels, au bout de 10 ans, on risque d'être sourd.
Alors, deuxième phénomène, la mobilité. Alors, on a le phénomène de mobilité, d'agilité. La mobilité, c'est la capacité de se déplacer, puis l'agilité, c'est la capacité de prendre des choses avec ses mains, puis faire des tâches dont les gestes sont précis. Donc, mobilité, chez la femme, les problèmes sont beaucoup plus grands que chez l'homme. C'est peut-être le fait dû au travail, c'est peut-être le fait génétique. Je n'ai pas de réponse précise, mais disons qu'en général, on a de plus en plus de travail sédentaire qui nous amène des problèmes d'arthrite. Ça, c'est sûrement lié à des phénomènes d'arthrite. Et on a une situation où l'incapacité physique est vraiment différente entre les femmes et chez les hommes. Et ça, c'est une donnée très forte dans nos études, les différences entre les hommes et les femmes sur le marché du travail en termes de santé. Nous allons maintenant passer à l'autre diapositive. En termes d'incapacité physique, quatre catégories, incluant une incapacité légère, modérée ou grave. Et on voit que la catégorie des 50-64 ans, c'est un phénomène qui est assez extrême, j'oserais dire. On voit que 65,4% des femmes n'ont pas de problème d'incapacité, c'est-à-dire que 35% d'entre elles en ont, et c'est la même chose pour les hommes. Donc, quand on travaille sur les problèmes de santé en milieu de toutes sortes, peu importe le travail, on devrait maintenant beaucoup plus penser que si on veut garder nos travailleurs plus longtemps au travail, limiter les retraites hâtives pour limiter l'absence et les départs hâtifs du milieu de travail, commencer à réfléchir sur comment on peut faire pour favoriser la prévention de ces maladies. Alors, à partir de ces données, on peut extrapoler, puis c'est ici où on a un petit diagramme de Venn, mais là où on a des chiffres beaucoup plus intéressants, c'est cet tableau où j'extrapole les données statistiques à la population des travailleurs en 2018. Nous étions en 2018 4 262 000 travailleurs. De ce nombre, il y en a 2689 qui n'ont aucun problème de santé, maladie chronique ou incapacité. Par contre, il y en a 1 45 000 qui a au moins une incapacité. Puis il y a il y a plus de 950 000 salariés qui ont au moins une maladie chronique. Et dans cet ensemble, on a des gens qui ont au moins une incapacité, puis au moins une maladie chronique. Ça représente 10% de la main-d'œuvre en 2018 pour 447 000. Et finalement, nous avons 4% de ces gens qui sont en invalidité, c'est-à-dire 170 000 personnes. Rappelons-nous, ou je vais souligner ici tout simplement, que la pénurie de main-d'œuvre actuellement au Québec est moindre que ce chiffre. Pénurie de main-d'œuvre calculée déclarée, est moindre que ce chiffre. On est autour de 70 000. Donc, une bonne stratégie de gestion des problèmes de santé devrait réduire l'absence, pourrait à la limite nous permettre de maintenir plus de travailleurs au travail. Donc, quoi faire? Comprendre le cadre légal, c'est très important, je veux le souvenir. Prévention, primaire, secondaire, tertiaire. Puis, surtout, nous, conseillers en santé et sécurité, on doit décloisonner nos pratiques. C'est ce que je propose depuis plusieurs années. Parce qu'on a deux lois. Si vous êtes un spécialiste conseiller en santé et sécurité du travail, vous êtes aussi le spécialiste de la loi sur les accidents et les maladies professionnelles. C'est un cadre juridique qui prévoit l'indemnisation, la réparation et la réadaptation des travailleurs. Par contre, nous, lorsqu'on parle de maladies chroniques et les incapacités physiques, on est sous un autre cadre. On est sous le Code civil, l'article 2087, où l'employeur doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail en vue de protéger la santé et la sécurité et la dignité du salarié. Tout cela, on le connaît, c'est l'application des normes du travail. On a une jurisprudence sur l'accommodement raisonnable à appliquer. Et finalement, pour la majorité des gens du marché du travail, la majorité, c'est-à-dire presque 65%, vont bénéficier d'une assurance collective avec une assurance invalidité, une assurance médicaments.
Puis, on espère que ce système-là va permettre aux travailleurs, quand il y a un problème de santé, de maladie chronique. Ben, on espère, hein, je dis, c'est pour ça que je crois qu'on doit décloisonner nos pratiques puis aller voir comment vos régimes d'assurance collective dans vos organisations fonctionnent. Parce que l'indemnisation, c'est beau, mais ce qui est important, c'est la réparation. Ont-ils accès, par exemple, à un kinésothérapeute? Kinésiologue, si vous préférez. La majorité des régimes d'assurance collective ne le prévoient pas. On a des physios, des chiro. Mais est-ce que c'est exactement ça que vous avez besoin? Est-ce que le rapport au travail versus la santé du travailleur devrait passer par un physiothérapeute? C'est des grandes questions. Même je regarde le nombre de jours de traitement auxquels ils ont droit. C'est un sujet ici très critique. Souvent, on les limite trop rapidement. Je vous laisse mieux comprendre ce sujet-là pour vous. Maintenant, ce qu'on va regarder, nous, c'est le programme de prévention. On a 3 stratégies pour intervenir. Prévention primaire, prévention secondaire et prévention tertiaire. Primaire, c'est le programme de mieux-être et de santé au travail. Bon, je peux citer plein de personnes. Je pourrais citer Monsieur Messier du groupe Entreprises en santé, mais je cite ici Richard Béliveau. 80% des cancers sont associés à 7 facteurs de risque modifiables. Rares sont les entreprises qui font une campagne anti-tabagisme, mais c'est peut-être une bonne idée. On pourrait faire plein de choses. Le but, c'est de comprendre qu'en gardant ces travailleurs âgés de 50 ans et plus, on a peut-être une activité à faire, c'est celle d'améliorer leur relation, je veux dire, la relation ergonomique à leur poste de travail pour limiter le développement de problèmes de santé chronique. Aujourd'hui, je suis de plus en plus l'adepte de la marche à pied, tout simplement parce que c'est dans ma journée de travail, rester assis devant un ordinateur, c'est épuisant, c'est fatigant, c'est pas nécessairement la meilleure position qu'on peut adopter. Alors, la marche à pied, puis aller faire l'aller-retour entre la maison et le bureau en métro me permet de marcher plus que jamais. Donc, voilà pour la promotion de la santé. C'est un élément important et fondamental. Deuxièmement, c'est la prévention secondaire. Pour tout ce qui est maladie chronique, la prise en charge médicale, elle est structurée par le système public et le système privé. On peut avoir les physiothérapeutes, mais aussi les médecins. Dans certains cas, on peut communiquer avec son médecin par téléphone. Il y a des nouveaux apps, comme on appelle les apps, des petits logiciels qui nous permettent de communiquer par téléphone avec son médecin puis prendre un rendez-vous. Mais l'autre aspect important, c'est avoir accès aux médicaments efficaces, dont les prix sont contrôlés. Vous savez, on a beaucoup de choses sur l'assurance médicaments. Les Américains sont vraiment mal pris, il n'y a aucun contrôle de prix. Pour eux, c'est la libre concurrence qui règne. Tandis qu'au Québec, tous les médicaments que vous achetez qui sont couverts par le régime d'assurance collective ont des prix contrôlés par l'État. C'est-à-dire, il y a eu une négociation entre le manufacturier et le gouvernement québécois pour définir le prix. Actuellement, la majorité des médicaments génériques, le prix est fixé à 25% du prix du médicament breveté. Et de plus, de ces derniers mois, on a l'Alliance pan-canadienne qui dit que la majorité des médicaments consommés, les médicaments génériques, sont fixés à un prix équivalent à 18% du prix du médicament breveté. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se juger et comprendre si votre organisation a un régime d'assurance collective qui permet aux travailleurs d'avoir accès à des médicaments génériques au meilleur prix possible, c'est-à-dire des médicaments génériques dont le prix est contrôlé par l'État. C'est un point technique extrêmement important. En faisant ça, on s'assure que tous nos travailleurs chroniques ont la capacité financière de se payer le bon médicament, de prendre leur pilule quotidiennement au besoin et d'aller travailler en étant en état de santé pour poursuivre une journée de travail
intense, par exemple. Parce que, peu importe l'âge, du moment où on a une maladie chronique ou une incapacité physique, on s'aperçoit que le traitement donné par notre système de santé, c'est la prise de médicaments appropriés. Alors, si le même matin, vous vous trouvez avec des travailleurs qui disent « j'ai pas l'argent pour payer les médicaments », on a un problème ici de prise en charge ou de prévention secondaire, puis il faut trouver le moyen de leur donner un accès aux médicaments au meilleur prix possible. Évidemment, on dit ça comme ça, mais une population qui gagne un peu plus que le salaire minimum, une population de travailleurs et de femmes et d'hommes qui ont des enfants, une population de 55 ans et plus aussi qui ont des problèmes de santé en grand nombre, dont leurs salaires ne sont souvent pas suffisants pour leur permettre de se payer des médicaments, un loyer à Montréal et évidemment leur déplacement et leur nourriture. Donc, il faut faire un effort sur cet aspect-là. Donc, je vous incite, je fais le vœu, regardez l'autre côté de la barrière, ce qui se passe. Vous allez apprendre beaucoup et ça va enrichir votre carrière. Finalement, la prévention tertiaire, c'est le retour au travail, réaménagement des postes de travail. Le cas typique, c'est le cas de l'arthrite des poignets. Quand ça fait 20 ans que tu fais de la souris à raison de 8 heures par jour, tu as de l'arthrite. Est-ce que la souris telle qu'on la connaît, c'est un bon modèle? Ben non, mais non. Mais non, c'est une position qui n'est pas naturelle du poignet. Le poignet reste couché toute la journée. Il faut une souris qu'on dit plus ergonomique, c'est-à-dire dont le poignet reste droit, c'est-à-dire droit dans son axe naturel. Il faut changer tous nos souris. Ça ne coûte pas cher, puis il faut le faire. Retour au travail, après une période d'invalidité. Comment ça se fait chez vous? Est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez appliqué vos bonnes méthodes que vous avez développées dans le cadre de la loi sur les accidents du travail, puis vous les avez ramenées? Donc, le cadre contractuel là, pour un travailleur qui revient après 6 mois d'invalidité assuré par le régime d'assurance collective, comment se fait-il? Est-ce qu'on a un réaménagement du poste? Écoutez, dans un accident du travail, au retour du travail, on regarde toujours le poste. Souvent, ce que j'ai vu en assurance collective, rare cela se fait. Je donne l'exemple d'un clavier de gaucher avec une souris ergonomique. Pourquoi? Bon, parce que la majorité des gens, on sursollicite son bras droit avec un clavier de droitier où les chiffres sont à droite, puis la souris est à droite, puis le bras gauche, lui, vient dans la poche, puis il fait rien. Donc, si on modifie, puis on prend un clavier de gaucher, on met les chiffres à gauche, donc nos 2 mains, nos 2 bras et nos 2 hémisphères du cerveau vont être sollicités en même temps pour avoir plus de dextérité et moins de problèmes de santé, donc moins de problèmes de maladies chroniques. Donc, décloisonnons nos pratiques, c'est le vœu. Innovons, transférons nos connaissances de conseillers en santé et sécurité dans l'univers de la santé chronique et des maladies chroniques et de l'incapacité pour s'assurer de garder des travailleurs plus âgés au travail, productifs et en meilleure santé. Je vous remercie. Merci beaucoup, Denis, pour ce webinaire très intéressant. Avant de passer à la période de questions, je vous rappelle que vous êtes invités à poser toutes vos questions dans la section questions et réponses de la plateforme du webinaire. Au bas de votre écran, vous avez une petite boîte Q&A pour poser toutes vos questions à Denis. Alors, Denis, nous avons une première question d'un de nos participants. Lorsque vous avez abordé les statistiques, notamment sur l'estimation des problèmes de santé au sein de la population des salariés de 15 ans et plus, vous avez parlé d'un 4% en invalidité et en congé maladie. La question, c'est est-ce que c'est l'ensemble, ce 4%, est-ce l'ensemble des absences courte durée et longue durée? Alors là, vous avez une très belle question parce qu'on ne pourra pas ici, dans le cadre de ce sondage, enquête qui a été menée, faire la différence entre courte et longue durée. Courte, c'est 90 jours et moins. Longue durée, c'est les 90 jours et plus en invalidité. Non,
Mais ceux qui étaient absents, c'est ceux qui sont plus de 6 mois qui ont été absents. Donc, pour répondre à votre question d'une manière plus technique, je dirais que ce sont des gens qui sont absents pour une période de plus de 6 mois ou prévisible que ça va être plus de 6 mois selon le plan de sondage de l'Institut de la statistique du Québec. Merci beaucoup, Denis, pour votre réponse. Nous avons également une autre question qui va plutôt s'orienter sur, lorsque vous avez parlé du décloisonnement des pratiques, Oui. auriez-vous un exemple à donner à nos participants? Ah, ben le mien. J'ai été chargé de cours en santé et sécurité à l'Université de Sherbrooke pendant 15 ans. Et le premier pas que j'ai fait de l'assurance collective, c'est quand j'avais des problèmes de refus d'une indemnisation pour un accident de travail, puis je devais le gérer en invalidité. C'est là que j'ai compris que l'assurance collective, c'est vraiment le moyen de faire de la prévention, surtout quand c'est payé à 100% par l'employeur. On reviendra sur ces questions-là. Mais là, on peut planifier le régime d'assurance collective en fonction des objectifs de gestion de l'absence. On peut orienter totalement le programme en fonction de nos besoins. Alors, c'est l'exemple typique de changement de décloisonnement. Aujourd'hui, c'est ce que je vais proposer dans la majorité de mes interventions comme formateur. Prenez vos compétences en gestion des accidents du travail et maladies professionnelles, que ce soit les aspects financiers, les aspects réclamation, retour au travail, suivi médical, puis ramenez ça dans l'invalidité. L'invalidité et les problèmes assurés en assurance collective. Ça va être quelque chose de très intéressant pour vous. Ça va faire de l'innovation à l'intérieur de votre groupe et vous allez être capable de gérer d'une manière globale, en dehors des silos, les problèmes de santé des travailleurs et faire de la promotion à ce moment-là. Merci Denis. Une autre question, auriez-vous des success stories à partager ou des initiatives de prévention créative et ou efficaces qui ont été mises en place, des histoires que vous connaissez vous-même ou dont vous avez entendu parler? Un aspect que j'ai toujours fait, parlons de ce que je maîtrise bien, puis je pourrais citer après, si les gens veulent m'écrire. Mais lorsqu'on a des problèmes d'accident du travail de type problème musculo-squelettique dû au mouvement répétitif, l'assurance collective prévoit de la physiothérapie. Mais souvent, la physiothérapie, c'est 3 visites maximum, 60 $ de remboursement. Puis les gens n'y vont pas parce que l'écart entre le coût des honoraires du physiothérapeute, ce qui est remboursé par l'assureur, ben, ils trouvent ça trop cher, puis ils vont pas. Alors, ce que je faisais, c'est que j'intégrais à l'intérieur de l'organisation une table, un local pour recevoir le physiothérapeute du village ou de la région pour donner des traitements selon les problèmes présentés par les travailleurs. Et évidemment, on enligne la relation entre problèmes de mouvement répétitif et traitement de type prévention secondaire pour régler des problèmes qui sont importants et permettre aux travailleurs de réduire ses douleurs ou son incapacité de mobilité pour ses épaules, ses bras ou son dos. Alors ça, c'était très intéressant à faire. Ça a toujours été un grand succès dans tous les aspects du succès, là, que ce soit une réduction des coûts, réduction de l'absence, et l'accroissement de la présence au travail, autrement dit. Vous avez une autre question? Oui, Denis, nous avons une autre question très intéressante sur les invalidités, plutôt de nature psychologique. Il vous est demandé dans le contexte législatif du Québec, quant au régime no faute d'une perspective d'accident lié à la santé et sécurité au travail, auriez-vous des commentaires sur la reconnaissance probable à venir au niveau des invalidités, donc de nature psychologique, pour les individus à risque de souffrir d'états de stress post-traumatique, notamment on pense aux ambulanciers, aux pompiers, aux policiers, tous ces postes difficiles. Oui, c'est très. À la base, le régime d'accident du travail est un régime qui indemnise un accident, que c'est un événement soudain et imprévu. Tandis que les maladies chroniques, ce sont des événements à long terme. Il y a pas c'est le temps, c'est l'exposition à un agresseur qui amène le problème de santé.
Pour bien répondre à la question, c'est l'employeur a-t-il une responsabilité? Oui, il y en a une. Comment est-elle couverte? Son risque à la santé comme employeur, j'imagine qu'aujourd'hui, et comme ça l'était auparavant, on a un régime d'assurance collective avec un volet invalidité pour que l'employeur puisse se couvrir, entre guillemets, couvrir son risque. Mais il reste qu'aujourd'hui, avec l'accommodement raisonnable, une personne qui a un problème de santé, soit psychologique, soit de problème de santé mentale, ou une maladie chronique comme l'arthrite, si elle peut démontrer qu'elle est capable de faire poursuivre ses tâches quotidiennes à l'intérieur de l'organisation en adaptant son poste de travail, le gestionnaire va être obligé de dire oui, je vais faire les modifications qu'il faut pour te garder au travail. Donc, avant d'arriver à la situation où plus nos travailleurs sont exposés à des risques, plus ils risquent d'avoir des problèmes de santé importants, je crois que on peut aujourd'hui développer des stratégies pour minimiser les vrais problèmes de santé physique ou mentale avant que ceux-ci s'aggravent et se déclarent en absence. Donc, en faisant prévention primaire aussi, c'est analyser le poste de travail, regarder comment il est structuré, modifié. Évidemment, je reviens toujours au poste de travail avec écran cathodique, clavier, mettons une souris dont la posture du poignet est plus naturelle que celle que nous avons normalement, c'est-à-dire un poignet couché sur la table de travail. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, Denis, pour votre réponse. Peut-être une dernière question qui peut intéresser tous nos participants et moi-même. Vous nous avez donné beaucoup de pistes pour essayer d'améliorer effectivement et d'être plus dans la prévention. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Que peut-on faire de plus pour améliorer la santé des salariés? La santé, c'est un phénomène très compliqué. On s'imagine qu'en restant assis toute la journée, puis en allant bien manger, on va être en santé, mais on s'aperçoit qu'en vieillissant, il faut plus que ça. Le vieillissement, c'est pas à 50 ans, ça se passe à 40 ans, puis à 35 ans, puis à 30 ans. Donc, si on est capable de voir des postes de travail qui, au lieu de laisser les gens toujours statiques, en position statique, faire plus de mobilité. L'exemple que je donne souvent, c'est un refus total du conseil d'administration d'un grand bureau d'avocats à Montréal, au centre-ville, dans les années 90, dans une réorganisation du travail et des espaces de travail. Je leur avais conseillé de mettre l'imprimante dans chacun des coins de la bâtisse. Et la réponse était non, les gens vont perdre trop de temps à se lever. Vous voyez cette mentalité-là? Il faut la briser. Se lever aux demi-heures, aux heures, c'est un gage de prévention des problèmes de santé. Ça ne coûte rien. Ça améliore la productivité des gens. Donc, il faut vraiment revoir beaucoup de choses en termes d'organisation du travail, que ce soit pour un poste d'employé sédentaire ou un poste d'employé plus mobile. Mais il faut revoir. Puis, on va avoir des grands succès. Je vous le souhaite. On a les connaissances, on comprend les problèmes, on est capable de faire des relations de cause et effet facilement. Il faut analyser puis faire des petites statistiques, regarder où sont les grands problèmes dans vos organisations, revoir, mélanger les données, les indemnisations en assurance collective, les indemnisations à la loi sur les accidents du travail, faire un tout statistique puis trouver le moyen d'agir en prévention. Je vous le souhaite. Merci beaucoup, Denis, pour toutes ces réponses aux questions de nos participants. Sur la diapo suivante, Denis, vous avez laissé vos coordonnées pour être joint. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez le courriel de notre conférencier, Denis Gobeil, qui répondra à vos questions si vous en avez d'autres. Je vous remercie. Merci à tous vraiment pour votre participation. Merci beaucoup, Denis, pour votre temps et la qualité de cette présentation aujourd'hui. Merci également à chacun de vous
pour votre présence à ce webinaire. Vous recevrez d'ici peu un courriel avec l'enregistrement et la présentation du webinaire, ainsi qu'un sondage pour nous permettre de nous améliorer pour les prochains webinaires. Enfin, avant de vous quitter, je tenais également à remercier nos précieux partenaires dont les logos apparaissent à votre écran. Leur implication fait en sorte de permettre au groupe Entreprises en Santé de réaliser de grands projets. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question. Je vous souhaite une très très bonne journée et au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire. Merci, au revoir. Merci.